grand bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à cette 7e édition et de pouvoir animer cette table ronde sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous allez le voir, et alors, vous l'avez compris, nous avons pris la décision de faire cette table ronde en français et nous l'assumons sans aucun problème. Donc, pour parler d'une initiative unique française. Et aujourd'hui, donc, vous l'avez compris, nous sommes réunis pour aborder un sujet phare qui est celui en fait, de l'utilisation des données de santé et de l'intelligence artificielle pour optimiser l'errance et l'impasse. On reviendra sur ces deux notions extrêmement importantes, diagnostic pour les maladies rares et on l'espère avec l'ambition de changer la vie des patients. Alors, vous l'avez découvert, j'ai la chance d'être accompagnée d'un panel d'experts français de renommée internationale avec lesquels nous allons pouvoir partager à la fois des perspectives, déjà des bonnes pratiques sur lesquelles on pourrait tous s'appuyer et puis également aborder un certain nombre de barrières que nous devons donc adresser collectivement. Pourquoi je dis collectivement ? Parce qu'en fait, nous tous, là, aujourd'hui, on a fait le choix d'investir et de s'investir en fait dans une initiative française unique, collective, à travers le CSF. Et le CSF, c'est quoi ? C'est le comité stratégique de filière. Alors, quelques mots sur ce CSF. Le CSF, en fait, c'est un espace de dialogue et de co-construction entre les pouvoirs publics, ministère, santé, recherche et industrie, et également l'ensemble des industriels de la santé, c'est-à-dire du médicament, du dispositif médical, mais également du diagnostic in vitro et également du numérique en santé. Notre objectif, en fait, aujourd'hui, collectivement, c'est de pérenniser, enfin de renforcer l'attractivité en fait, des industries au niveau français et au niveau international. Et au sein de ce CSF, il y a un programme stratégique qui s'appelle IA, Data et Santé, dont on va parler, dans lequel s'inscrit en fait aujourd'hui cette démarche collective spécifique CEGT. Et ce GT, en fait, je suis ravie de pouvoir le co-animer en fait, aujourd'hui. Et j'aimerais juste faire un clin d'œil, si vous me permettez, à mes copilotes de choc qui ne sont pas sur scène mais qui ne sont pas très loin. Donc je salue, ils se reconnaîtront, Hervé d'Inetom, Henri de JL Scare et bien sûr Stéphanie de Laris. Alors juste avant de rentrer dans ce tour de table, je voudrais revenir en fait sur les maladies rares et revenir sur quelques chiffres. Parce qu'en fait, les maladies rares, elles ne sont pas si rares que ça, malheureusement. Il y a 7 000 à 8 000 maladies en fait, qui sont recensées sur le territoire français. On parle de plus de 3 millions de Français qui sont touchés par ces maladies. On compte aujourd'hui plus de 2 ans en fait, d'errance diagnostique, c'est-à-dire de délai entre les premiers symptômes et un diagnostic qui est porté. Pour un quart d'entre eux, c'est plus de 5 ans en fait, d'attente aujourd'hui. Donc imaginez cette horreur en fait. Et puis, dernier point qui est aussi important à avoir en tête, c'est que 80% de ces maladies sont d'origine génétique. En France, j'ai lu ça récemment, seulement 6 maladies en fait, sont diagnostiquées de façon systématique à la naissance. Et le dernier point, vous l'avez bien compris, c'est clairement un enjeu de santé publique qui nécessite justement cette mobilisation collective. Alors pour démarrer ce tour de table, je tourne vers toi Corinne. Donc Corinne, tu es la présidente de Amgen et tu es également à la présidence de ce programme IA, Data et Santé depuis plus de 2 ans maintenant. Alors dis-nous, comment est né finalement ce projet et pour toi, en quoi ce collectif en fait permettrait justement cette mobilisation d'accélérer et de permettre en fait, voilà, de passer à la vitesse supérieure pour justement adresser cette problématique d'errance diagnostique? Merci Virginie. Alors en effet, tu l'as très bien expliqué, le CSF, donc je ne vais pas revenir là-dessus. L'objectif du CSF, c'est d'un côté travailler sur des recommandations, favoriser la collaboration, on va dire, d'un point de vue théorique, travailler sur des sujets importants théoriques, mais ce que nous voulons surtout, c'est créer une filière effective, une filière attractive française qui attire les projets, qui produisent des projets innovants d'IA, data, dans le domaine de la santé. Alors, ce CSF qui existe depuis plusieurs années, il avait donc eu pour cas d'usage l'oncologie, il y a quelques années, ce qui a donné lieu à la naissance d'un très beau programme maintenant qui vit à Belleville, la FIAC. Et donc, quand j'ai repris la présidence, nous nous sommes posé la question de maintenant quel pourrait être le domaine thérapeutique, la question scientifique qui pourrait nous donner la même impulsion et qui pourrait justement donner lieu à la naissance d'un beau cas d'usage. Et après pas mal de discussions, nous nous sommes rendus compte que les maladies rares
était un très beau cas d'usage. D'abord parce que nous avons un écosystème tout à fait favorable. Et bon, je ne vais pas les énumérer tous, mais il y en a plusieurs qui sont sur scène. L'Institut Imagine, justement, c'est une très belle structure française. De nombreux industriels qui s'intéressent aux maladies rares, quels que soient les produits de santé, des compétences en IA qui sont représentées à la fois par les académiques et par les startups et les industriels encore. Et donc, les sujets d'errance diagnostique que tu citais, sur lesquels on voit bien que l'IA peut énormément apporter. Et donc, nous en sommes arrivés à la conclusion que c'était le sujet qu'il fallait. Alors, j'allais bien sûr... évidemment, j'oublie le plus important dans tout ça, qui est la banque de données, puisqu'en fait, ça n'existe pas pour énormément de pathologies et de domaines thérapeutiques en France, mais nous avons cette incroyable banque de données des maladies rares, sur laquelle Solange va revenir. Et donc, en fait, un écosystème extrêmement favorable qui nous a conduit à nous dire, c'est là-dessus qu'on doit travailler, et c'est ça que nous sommes en train maintenant de monter tous ensemble. Tout à fait. Merci beaucoup, Corinne. Alors, justement, je me tourne vers toi, Solange. Solange, tu es chef de projet et à la tête en fait, du département partenariat en fait, au sein de la BNDMR, la Banque nationale des données maladies rares. Est-ce que du coup, tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur la BNDMR, quel est son objectif et comment vous vous organisez justement autour de cette collecte et de cet usage de données ? Peut-être partager un ou deux projets phares qui te semblent emblématiques à partager avec l'audience aujourd'hui. Également, nous éclairer sur cette notion d'errance et d'impasse diagnostique qui a été un sujet et qui est un sujet important. Et puis, on est là aussi pour parler des sujets un peu plus compliqués. Donc, s'il y a des barrières spécifiques en fait, aujourd'hui qui te semblent être prioritaires à lever, c'est le moment de le partager. Oui, du coup, bonjour à tous. Donc, la BNDMR, c'est la Banque nationale de données maladies rares, qui est un entrepôt de données de santé national français qui est mis à disposition pour des protocoles de recherche et pour des initiatives, des stratégies et pour piloter le soin au niveau national. Donc, c'est un projet qui est le fruit d'une longue collaboration entre ministère de la Santé, les 23 filières maladies rares qui représentent les maladies rares au sein du territoire français, les centres de compétences et de référence maladies rares et la PHP, bien évidemment. Donc la PHP a été mandatée en 2018 pour développer l'application Bamara, qui est donc déployée au sein des centres de référence et de compétences sur tout le territoire français, et qui est donc un outil de soins qui est mis à disposition des médecins pour qu'ils puissent renseigner un set de données minimum. Donc, il représente quand même une soixantaine d'items, mais il a vocation à être assez simple pour qu'il soit effectivement utilisé en routine de soins. Et donc, ce set de données minimum est ensuite téléversé dans l'entrepôt de données de santé et mis à disposition pour des protocoles de recherche et des stratégies de soins, comme je disais en introduction. Effectivement, on est très engagé dans beaucoup de projets et on démarre bien évidemment aussi avec des projets d'intelligence artificielle. Actuellement, on a 2 projets en cours, plusieurs aussi en cours de discussion, mais qui sont en cours de déploiement. Donc, le premier projet s'appelle CDE AI, qui est donc un projet pour élaborer des algorithmes pour aller capter directement dans les dossiers patients ou dans les comptes rendus des médecins les informations pour pouvoir alimenter de façon rapide et autonome le set de données minimum, dans l'idée d'entraîner donc avec les données de la BNDMR des algorithmes pour qu'on puisse faire cela pour d'autres bases de données. Donc dans ce projet spécifique, on a une base de données qui est en train de se constituer pour les complications dans les corticoïdes. Et l'idée, c'est de pouvoir réaliser quelconque type de base. L'autre projet, un peu plus grande ampleur et au niveau international, c'est le projet Invents, qui est vraiment un projet pour pouvoir élaborer des nouvelles méthodologies, pour pouvoir mettre au point des analyses, des façons d'analyser donc du coup les
les données de vie réelle et pallier au problème des petits effectifs qu'on a dans le domaine des maladies rares pour prouver l'efficacité des traitements. Et donc le but vraiment, c'est de trouver de nouvelles méthodes et pouvoir accélérer donc l'accès au traitement sur le marché de ces nouveaux traitements. Comme barrière, bien évidemment, ce sont des barrières qui reviennent souvent, c'est la qualité des données, la disponibilité des données. Et donc, pour revenir au sujet donc, de la table ronde et de l'accélération du diagnostic, effectivement, il y a ces deux concepts d'errance diagnostique et la période qui s'écoule entre les premiers symptômes du patient et le bon diagnostic qui est posé, et le concept d'impasse qui définit l'échec à trouver le bon diagnostic. Et donc, ce sont deux typologies de données différentes à devoir analyser. Et bien évidemment, la BNDMR est là pour mettre à disposition ces données, éventuellement réaliser des collectes complémentaires, vu que les médecins sont habitués à utiliser cet outil. Et ce qui est intéressant, c'est comme on est ici aujourd'hui et grâce à l'initiative du CSF, de pouvoir avoir plusieurs acteurs, des labos, des sociétés éditrices d'algorithmes, des instances publiques qui se mettent vraiment autour d'une table et qui discutent des réels besoins pour pouvoir élaborer effectivement des stratégies pour trouver des points d'alerte, que ce soit en ville pour que les patients soient adressés plutôt dans les centres de référence ou que ce soit plutôt dans les centres de référence pour que la donnée disponible dans les différents dossiers ou dans les différents services soit disponible à tout le monde avec des solutions d'interopérabilité ou des solutions d'IA qui permettraient de mettre toutes ces données ensemble. Merci beaucoup Solange. On va aller justement un petit peu plus loin dans cette notion de typologie de données. Je me tourne vers toi Anita. Anita, tu es médecin, professeur et responsable en fait du service informatique médical affilié à l'hôpital Necker Enfants Malades de la PHP au sein du comité de direction de l'Institut Imagine. Alors justement, de quelles données avons-nous besoin en fait aujourd'hui pour répondre à ces différents défis? Et est-ce que tu peux également nous décrire les IA en fait aujourd'hui et comment ces IA pourraient être intégrées dans les processus pour justement adresser cette notion d'errance? Alors effectivement, là moi je représente l'Institut Imagine, qui est un institut de recherche sur les maladies génétiques, de recherche sur les maladies rares, et qui a la particularité d'être ce qu'on appelle un IHU, c'est-à-dire un institut hospitalo-universitaire. Et je pense que ce concept hospitalo-universitaire représente bien l'essence d'Imagine. Imagine est au sein de l'hôpital Necker, Imagine est en lien avec les données qui sont produites dans l'hôpital Necker, donc toutes les données du dossier patient, et Imagine produit des données de recherche dans les laboratoires qui sont dédiées donc à la partie plus génétique, compréhension des mécanismes métaboliques. Et donc nous sommes sur une problématique d'intégration de toutes ces données. On n'est pas sur la volonté de créer des jeux de données minimum, mais de créer des jeux de données maximum, c'est-à-dire de pouvoir analyser la totalité des données du dossier patient, les images par exemple, l'IRM cérébral, etc., de pouvoir avoir aussi toutes les données d'ANAPAT, toutes les données, y compris des photos qui sont particulièrement identifiantes, qu'il va falloir protéger. Donc avoir l'ensemble des données du patient, avoir ce jeu de données maximum. Et pour pouvoir analyser ces jeux de données maximum, on est en train de développer au sein de l'Institut des capacités de création d'algorithmes d'intelligence artificielle qu'on appelle multimodales, c'est-à-dire qu'ils soient capables de prendre en compte la totalité des informations pour un patient donné et qu'ils soient capables de l'analyser. Alors pour faire ça, on a besoin de deux choses. On a besoin de l'expertise des gens qui font la recherche sur les maladies génétiques. C'est eux qui vont nous fournir les modèles initiaux, les modèles biologiques qu'on va mettre dans les jumeaux numériques. On a besoin d'eux. Et ça, on a cette capacité au sein de l'Institut Imagine de les mobiliser. On veut également avoir des gens qui soient spécialisés dans la capacité d'intégrer de l'intelligence artificielle un petit peu ancienne, certes, mais basée sur des connaissances, avec de l'intelligence artificielle basée sur les données. Sachant qu'on a peu de données, on va challenger les modèles avec les données dont on dispose. Et on est préoccupé par une autre chose, c'est bien entendu de préserver toute la confidentialité de ces données
importante pour un patient donné. Et pour pouvoir préserver cette confidentialité, notre enjeu est d'être en capacité, pour qu'on soit également au niveau international sur cette recherche sur les maladies rares, d'être en capacité de pouvoir travailler de manière fédérée. C'est-à-dire qu'on est en train, par exemple, de développer des programmes avec l'hôpital Sainte-Justine au Canada, où on va pouvoir non pas échanger des données, parce que c'est complexe à faire, on a des possibilités restreintes, mais de pouvoir échanger des modèles. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur la façon dont on va collecter les données, on va se mettre d'accord sur la façon dont on va pouvoir exposer les données pour créer les modèles, et on va pouvoir ensuite partager les modèles, les affiner entre plusieurs équipes. Et ça nous pose le problème de l'interopérabilité, que je ne vais pas évoquer moi, mais qui, je pense, va être évoqué juste après. Tout à fait, très bonne transition. Merci beaucoup, Anita. Alors, on enchaîne avec toi, François. François, tu es un expert international en interopérabilité. Tu es notre expert aujourd'hui autour de cette table. Merci beaucoup. Au sein de Use and Share, une start-up en fait, qui est dédiée à ce sujet-là. Merci beaucoup. Et tu portes la parole aujourd'hui de Numéum. Donc, merci aussi pour ça. Qui est donc, vous l'avez compris, l'organisation syndicale en fait, du numérique en santé. Alors, on parle d'interopérabilité. Notre ministre de la Santé en parlait déjà ce matin dans son introduction. Donc, je crois que c'est un sujet aujourd'hui qui est clairement identifié comme étant critique sur la table des discussions. Alors, pourquoi ? Dis-nous, pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est critique en fait aujourd'hui ? Quand on a préparé cette table ronde, tu m'as parlé de vocabulaire, de normalisation, de standardisation. Explique-nous un petit peu tout ça. Et quel vocabulaire, justement, on devrait utiliser demain. Et s'il y a des tips, en tout cas, des bonnes pratiques qui sont déjà existantes, lesquelles, selon toi, seraient les plus importantes, justement, pour répondre à notre enjeu. Et voilà, je pense que tu peux nous éclairer sur tous ces sujets assez techniques. Merci. Bon, le défi est élevé. Non. Use and Share est une start-up membre de la commission santé de Numéum, qui est la principale organisation qui regroupe les industriels ayant des solutions qui couvrent l'ensemble du parcours de soins en France. Alors ce matin, j'ai entendu dans une des premières sessions Nora Bera dire « il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle si on n'a pas des données de qualité ». Et justement, l'interopérabilité est l'une des dimensions de la qualité des données. Une donnée de santé peut être exacte, à jour, cohérente, validée. Si cette donnée n'est pas interopérable, elle sera difficilement interprétable au-delà du silo qu'il a vu naître, et pourra engendrer, par exemple, dans une chaîne de traitement mise en œuvre par la recherche médicale ou dans un algorithme d'aide à la décision, des conclusions erronées. Ce que l'on veut faire dans cette table ronde, c'est envisager de mettre en place des algorithmes qui puissent nous permettre d'orienter plutôt les patients vers la bonne filière des maladies rares, ceci au terme d'un parcours qui est souvent long et tortueux, au cours duquel le patient a eu affaire bien sûr à son médecin traitant, à divers spécialistes, a eu des examens de biologie réalisés par des laboratoires, des tests génétiques, peut-être des examens d'imagerie, a également été pris en charge par différents soignants. Et si on met en place un algorithme qui doit réfléchir à la situation précise du patient, cet algorithme va devoir croiser un grand nombre de données qui sont issus de tous les systèmes de ces acteurs qu'a vu le patient, et en plus, évidemment, les informations fournies par le patient lui-même dans ces données de vie réelle. Pour réaliser cela, il y a 3 conditions à remplir. La première, c'est qu'il faut que les données soient accessibles, que l'algorithme sache où les trouver, hein, donc qu'elles soient découvrables, et qu'on puisse les partager en s'appuyant sur les infrastructures de la santé numérique mises à notre disposition en France. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ces données soient disponibles en tant que telles et non pas noyées dans des comptes rendus textuels dans lesquels il faut aller les repêcher. Et enfin, la troisième condition, il faut que ces données soient exprimées dans un langage commun, dans une langue commune. Et ça veut dire, d'une part, une syntaxe commune, comme par exemple HL7-CDA qui est mise en œuvre dans les documents électroniques de santé déposés dans mon espace santé en France.
ou HL7Fire pour le partage de données plus ciblées et plus agiles. Et donc une syntaxe commune et puis bien sûr des vocabulaires communs, des vocabulaires standardisés. Et il en existe un grand nombre qui sont disponibles pour la santé, mais il y a un socle minimal qui est mis en œuvre dans un grand nombre de pays développés qui comporte la terminologie d'observation LOINC qui permet d'identifier de façon univoque les examens qui sont réalisés, les signes vitaux, les constantes, les tests et les items de questionnaire posés aux patients. Il y a également la nomenclature des unités de mesure qui est indispensable pour qualifier tous les résultats quantitatifs. Donc elle s'appelle OUCUM. Et enfin, il y a la terminologie SNOMED-CT qui permet de représenter toutes les données cliniques et également les résultats qualitatifs. Donc cette triade de vocabulaire, LOINC, OUCUM, SNOMED-CT, est réellement un socle minimum qui n'est pas suffisant pour autant, auquel il faut adjoindre éventuellement d'autres vocabulaires selon les usages que l'on veut faire. Et par exemple, dans le cas des maladies rares, il faut adjoindre la nomenclature ORPHA qui permet d'accéder à la base de connaissances ORPHANET. Et lorsqu'on adjoint des vocabulaires, il faut aussi s'assurer qu'on a bien des transcodages qui permettent de convertir les informations d'un vocabulaire vers l'autre. Et dans cet exemple, c'est bien le cas. Il existe bien un mapping qui est maintenu conjointement par ORPHANET et SNOMED International qui permet de traduire un diagnostic de SNOMED-CT vers ORPHA. Voilà ce que je peux. Je crois qu'on a appris plein de choses. Enfin, moi, en tout cas, c'est sûr. Est-ce que, du coup, tu peux nous dire quelle est l'adoption, en fait, aujourd'hui de tous ces différents langages en France ? Juste pour qu'on on mesure un peu le chemin qu'on a parcouru et qui reste à parcourir. Alors, donc, en France, on a un peu un millefeuille qui est hérité d'une longue expérience d'échange de données, donc avec plusieurs syntaxes. J'ai cité les plus récentes tout à l'heure. Et du côté vocabulaire, on a aussi un émiettement avec beaucoup de vocabulaire selon les flux d'informations qui transitent, jusque dans le cadre d'interopérabilité nationale. Et donc, on aurait besoin aujourd'hui de profiter de l'opportunité de l'espace européen des données de santé qui se constitue et qui met en avant en particulier le standard HL7Fire et SNOMED-CT, de resserrer aussi en France ce paysage un peu émietté aujourd'hui. Comme vous le savez, donc, la France a rejoint SNOMED International il y a juste un an, donc c'est effectivement encore frais. LOINC se déploie petit à petit avec les programmes de soutien tels que... pardon, j'ai oublié comment... J'ai un trou. Du Ségur de la santé. Merci. Ouais. Voilà. Donc LOINC et OUCUM commencent vraiment à diffuser dans les solutions, dans les systèmes de gestion des laboratoires. Et maintenant, il faut aussi s'assurer qu'elles sont bien exploitées dans les dossiers patients, autant à l'hôpital que dans les logiciels de la médecine de ville. Bon, en tout cas, ça pourrait être une recommandation de notre groupe aujourd'hui d'émettre comme ça une séquence et de vocabulaire justement et de normalisation à avoir pour aller plus vite. En tout cas, on l'envisage et je pense que c'est vraiment très positif. Merci beaucoup, Merci. François. Alors Thibault, les industriels du médicament sont bien évidemment très concernés par ces sujets et par l'optimisation bien sûr des parcours pour les patients qui sont atteints de maladies rares. Toi, tu es directeur en fait du département digital innovation de chez Biogène. Tu peux nous dire du coup comment chez Biogène vous envisagez cette approche et si vous avez déjà des projets effectivement en cours et comment vous envisagez aussi cette intégration au CSF finalement et cette démarche collective. Merci Virginie. Alors chez Biogène, déjà peut-être quelques mots sur Biogène. On est une biotech pionnière dans l'innovation scientifique. On apporte
des solutions pour les patients qui sont généralement des first in class, donc vraiment des thérapeutiques innovantes, d'abord dans la sclérose en plaques, ensuite dans un certain nombre de maladies rares, et puis en Alzheimer ou dans d'autres pathologies sur lesquelles on s'engage. Aujourd'hui, notre présence dans les maladies rares, elle est importante. On a apporté une première solution thérapeutique dans la myotrophie spinale, le premier traitement, et puis ensuite on a d'autres aires thérapeutiques sur lesquelles nous sommes très engagés, comme l'ataxie de Friedreich, également la maladie de Charcot, en particulier une version génétique rare SOD1, et puis bientôt, probablement dans quelques années, dans les maladies rénales. Alors aujourd'hui, on peut voir dans ce panel effectivement qu'on a toutes les compétences et toutes les qualités en France pour pouvoir avancer sur le sujet des maladies rares. On a aussi la chance d'avoir ce CSF. Quelques chiffres quand même à rappeler sur les maladies rares, puisque nous sommes engagés dans les maladies rares neurodégénératives. Alors neurodégénératives, c'est-à-dire que les patients qui sont atteints de ces maladies ont des pathologies qui progressent. Et donc c'est pour ça que le sujet du diagnostic aujourd'hui, pour nous, il est extrêmement clé. Il est clé d'abord pour ces patients, ensuite pour l'ensemble de la communauté, des scientifiques, des professionnels de santé, des associations de patients. Parce qu'un patient qui n'est pas diagnostiqué suffisamment tôt, c'est un patient qui perd des chances d'être pris en charge globalement, que ce soit par un traitement ou par les autres approches. Et aujourd'hui, on croit fermement que l'intelligence artificielle, en tout cas un certain nombre de méthodes, et en particulier dans les maladies rares, dans le diagnostic, des méthodes dites traditionnelles d'intelligence artificielle, donc machine learning en particulier, sont des méthodes que l'on pourrait utiliser pour solutionner certains des enjeux majeurs dans les maladies rares et en particulier dans le diagnostic. Alors aujourd'hui, nous avons effectivement chez Biogène un premier projet que l'on souhaiterait pouvoir pousser, mais c'est surtout effectivement un engagement collectif, et on a retrouvé au sein du CSF cette capacité à connecter l'ensemble des acteurs des maladies rares, et surtout sous votre impulsion, Corinne et toi Virginie, cette capacité de pousser des cas d'usage. Et donc c'est dans cette droite ligne en fait que l'on va s'inscrire, que l'on rejoint le CSF effectivement, et que l'on a commencé à travailler ensemble pour porter ensemble avec d'autres acteurs publics, d'autres acteurs privés, du coup un certain nombre de projets, créer une forme de pipeline de projets qui va nous permettre d'identifier les meilleurs projets à faire avancer tous ensemble dans cette direction pour contribuer à réduire l'errance diagnostique. Cette errance diagnostique, quelques exemples dans nos maladies rares neurodégénératives, c'est 5 à 8 ans d'errance en moyenne. 40% des patients, du coup, ont souvent un mauvais diagnostic, donc ont un premier diagnostic qui est le mauvais. Et aujourd'hui, on ne peut pas forcément réaliser l'impact que ça peut avoir sur un patient qui finalement va avoir un impact financier, un impact psychologique, un impact en termes de qualité de vie qui est majeur. Et on pense que tous ensemble, si on se met autour de la table et que l'on monte des projets spécifiques avec des équipes spécifiques, on va pouvoir accélérer du coup l'émergence d'une filière IA structurée dans les maladies rares, en commençant par des petits pas, des premiers projets qui puissent émerger et surtout délivrer des résultats rapidement, par exemple démarrer un premier projet en 2025, avoir des premiers résultats en 2025. Et effectivement, ne pas être que sur la projection d'un devenir plus positif, mais vraiment d'un devenir qui serait réel. Et je pense qu'autour de cette table, on a tous ce souhait de faire avancer ces sujets. On a la chance aussi, au sein de Biogène, d'avoir pu collaborer avec la BNDMR sur un premier projet qui a pour objectif de valoriser justement des données en vie réelle dans le cadre d'un accès précoce. Et nous pensons effectivement que c'est une très belle opportunité, ces données en vie réelle, aussi de les valoriser d'une autre manière, de les valoriser au travers du développement d'un algorithme d'intelligence artificielle qui permettrait justement peut-être de contribuer un petit peu déjà dans une première pathologie à démontrer cette capacité à réduire l'errance diagnostique. Voilà. Merci beaucoup Thibaut. Effectivement, c'est notre vœu en septembre l'année prochaine de vous voir présenter des cas d'usage concrets, en tout cas avec des premiers résultats. En tout cas, c'est notre ambition. Un dernier point et un dernier tour sur la qualité des données. On en a beaucoup parlé et c'est aussi un sujet du CSF, IA et data. Corinne ? Si on... Yes. 30 seconds. La qualité des données, c'est bien au-delà de la question des maladies rares. C'est
un point très important. On ne pourra pas faire une filière attractive en France si nous n'avons pas des données de qualité sur lesquelles nous devons avoir de la visibilité. Donc ça, j'appelle à tous les gestionnaires de bases de données qu'on doit pouvoir faire des études de faisabilité pour évaluer la qualité des données qui permet ensuite de savoir les projets que nous pouvons mener dans ces bases de données avec certains outils. Voilà, donc qualité veut dire visibilité, étude de faisabilité. Un objectif commun partagé. Un grand merci à tous et à toutes. Merci. Bonne fin de session.